2021. On espère tous qu'elle soit meilleure, moins compliquée que celle de 2020. On espère tous se revoir physiquement et en finir avec les webinaires, même si les webinaires, c'est quand même vachement bien pour toucher des gens qui sont pas tous à Paris ou pas tous au même endroit. Ça a quand même une vraie force et 2020 nous a prouvé ça, qu'on pouvait quand même hyper bien travailler à distance. J'espère que vous avez passé les meilleures fêtes de fin d'année chacun, parce que c'était contraignant. On a un Belge parmi nous et la Belgique a été plus fermée que nous à ce moment-là, mais moi j'étais en Afrique du Sud, c'était aussi le bordel avec la variante sud-africaine. Enfin voilà, on est tous touchés de près ou de loin par cet épisode mondial très surprenant. Ça ne nous empêche pas de continuer à avancer, de continuer à réfléchir, de continuer à produire de la valeur ajoutée intellectuelle. Moi, je sais plus, parmi tous les posts qui ont tourné sur la Covid, sur le confinement, je sais plus lequel, rappeler que les années de grande peste, les années de confinement ont été aussi des années de forte production intellectuelle, de nouveaux concepts. Je crois que c'est Thomas Edison ou je sais plus qui, mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses qui ont été rédigées, écrites pendant ces périodes-là. C'est ce qu'on a fait aussi, c'est 1 minute 30. On travaille beaucoup sur les méthodes, sur les concepts. Ça a été l'occasion de sortir, je vous le rappelle, et on va en parler aujourd'hui, Acquisition Strategy Design cette année. On est aussi en train de lancer l'écriture de 4 nouveaux livres. On vous en parlera pendant le courant de l'année. Mais aujourd'hui, on va d'abord faire un retour d'expérience sur la méthode Acquisition Strategy Design qu'on a lancé mi-novembre. On a eu pas mal d'achats. On est plutôt content du lancement de ce livre avec les premiers retours de vente, avec tous les commentaires qu'il y a eu. Et donc, on a aujourd'hui Nicolas et Thierry pour discuter de leur retour d'expérience. On attendait aussi Valérie, avec qui on a préparé le webinaire hier, mais qui n'est pas encore là et je ne sais pas si elle va nous rejoindre. Jérémy, si tu peux l'appeler, ce serait cool. Et puis, on devait avoir Faustine, mais elle avait mal noté le rendez-vous dans son agenda et a d'autres contraintes aujourd'hui, donc elle nous a prévenus. Si parmi vous, je vois qu'on est nombreux, il y a aussi d'autres personnes qui ont testé, utilisé la méthode, n'hésitez pas à lever la main, vous avez un petit bouton speak et on vous fera intervenir pour que vous puissiez vous aussi participer à ce retour d'expérience. Voilà, n'hésitez pas à se souhaiter tous la bonne année et je passe la parole à Thierry d'abord, juste pour qu'il se présente. Puis Nicolas, et puis une fois ces présentations faites, je vous passerai une petite vidéo pour vous rappeler la méthode pour ceux qui la connaissent pas, qui seraient passés à côté. Et puis après cette petite vidéo, on pourra en parler avec Thierry et Nicolas, voir comment ils l'ont appliqué, voir le retour d'expérience qu'ils en font. Vous pourrez leur poser toutes les questions. Et peut-être à Valérie aussi qui nous rejoindra, et à tous ceux qui voudront intervenir. Voilà, merci à tous, bonne année, et à toi la parole Thierry. Oui, merci Gabriel. Donc mon nom est Thierry Pastorello, je suis informaticien de base, mais j'ai créé donc la société WeWeb qui est une agence de digital marketing. Notre spécialité c'est le social media marketing et le marketing automation. On fait aussi du social ads. Évidemment, pendant cette période un peu difficile, nous avons eu pas mal de demandes pour des e-commerce, mais voilà, ça reste marginal pour nous. Voilà. Donc, sinon, je suis effectivement belge et liégeois. Super. Voilà. Et donc, on a d'une part une agence qui s'est appropriée la méthode, une agence qui n'est pas 1 minute 30, et d'autre part, un annonceur, Nicolas. Oui. Alors du coup, je suis Nicolas Gaden, ancien gendarme de métier. Suite à un souci de santé, j'ai fait une reconversion dans la création de sites web, notamment. Puis je me suis lancé en freelance, puis j'ai lancé une agence. Et récemment, j'ai rejoint Keto M+, une start-up dans les compléments alimentaires, notamment pour des régimes spécifiques qu'on appelle des régimes cétogènes. Et on est client de 2030 d'ailleurs. Et puis on a testé la méthode de notre côté. En tout cas, on commence à la mettre en place. Et c'est vrai que ça a vraiment été bénéfique pour nous.
Petite disclaimer, bien sûr, Keto M+, est un client d'1 minute 30, mais c'est un client sur une offre limitée, sur un POC. On travaille sur le lancement de Keto M+, sur Ulule, qui est un autre client d'1 minute 30, mais on n'a pas fait ensemble cet atelier. Donc tu as vraiment conduit l'atelier avec la fondatrice de Keto M+, Sybille, sur la base du livre, tout seul. C'est toi qui t'es approprié la méthode, qui a conduit la mécanique, etc. Et c'est ça qu'on veut partager. C'est pas un atelier. On a déjà eu des retours d'expérience de clients avec qui on avait réalisé la méthode dans le cadre d'un atelier. Là, c'est vraiment vous qui vous êtes approprié la méthode à travers le bouquin, comme c'est ton cas aussi, Thierry. Je vais partager. Je vais partager, d'ailleurs, petit sondage, on a quand même, effectivement, et ça vaut clairement le coup de partager la vidéo qui présente la méthode, c'est qu'on a 87% de personnes dans la salle qui ne la connaissent pas, donc ça vaut vraiment le coup de partager la vidéo. Pendant ce temps-là, je vous demande à tous les deux de couper votre micro. Il y a le petit bouton Turn Audio Off pendant la vidéo, parce que sinon ça fait un drôle de bruit. Et puis, dès que la vidéo est finie, vous pouvez remettre le bouton et puis on pourra échanger, partager. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Oui, effectivement, vu qu'on a pas mal de gens qui connaissent pas la méthode, dans le livre, on détaille réellement toutes ces étapes-là, les 4 étapes qu'on a évoquées, comment le faire, les différentes questions à se poser dans le canevas d'acquisition pour comprendre son parcours d'achat, comment disséquer son parcours d'achat entre les étapes de maturité, les actions du client et les émotions du client, puis après comment construire sa matrice d'acquisition, faire remonter les informations. Il y a aussi toute la cartographie de l'acquisition dont on va parler sûrement plus en deuxième partie où on liste tout, vous la voyez sous forme de poster, où on liste tous les leviers qui peuvent être utilisés dans des stratégies d'acquisition, que ce soit des leviers inbound, outbound, que ce soit des leviers digitaux ou traditionnels. Donc, vous avez vraiment un outil clé en main pour construire vos stratégies d'acquisition. Vous pouvez le faire tout seul, bien sûr, à travers le livre, en vous appliquant la méthode. Vous pouvez aussi le faire avec des agences comme celle de Thierry qui s'est approprié le dispositif, ou avec 1 minute 30, bien sûr, aussi. Et puis, je sais qu'il y a aussi de plus en plus de consultants freelance qui se sont appropriés la méthode. C'était le cas de Valérie, qui a priori, nous rejoindra pas, parce que le temps passe et elle n'est pas là. Mais Valérie ou Festine étaient non pas des agences, mais des consultants de freelance qui se sont appropriés la méthode, qui l'utilisent pour leurs clients. C'est un vrai outil pour
se poser les bonnes questions pour structurer une démarche. Et là-dessus, à toi la parole dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire, Thierry. Comment tu l'utilises? Est-ce que tu as des difficultés? J'ai vu une question dans la salle, on va faire une formation avancée sur l'utilisation de la méthode. Il y en a une complémentaire au livre en vidéo qui est à 600 € et en ce moment à 300 €. Jérémy va peut-être mettre l'offre, mais on est aussi en train de développer pour les consultants, pour les agences, une formation sur comment conduire un atelier et pour les directeurs marketing sur comment conduire un atelier Acquisition Strategy Design, donner tous les canevas. Mais toi, tu l'as déjà fait, Thierry, sans cette formation et ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé, là où tu as rencontré des difficultés, auprès de quel type de client tu l'as utilisé. Enfin voilà, je te laisse en parler et puis on échange. Et puis la salle, n'hésitez pas à nous poser à tous les trois des questions. Merci beaucoup. Ben voilà, effectivement, donc j'ai utilisé la méthode que j'ai découverte il y a relativement peu de temps, mais voilà, donc dès que j'ai eu le bouquin, dès que j'ai eu les possibilités de le faire, donc j'ai étudié la méthode, et c'est une méthodologie extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que je suis quand même dans le métier depuis 10 ans, et c'est vrai que on le fait d'une manière un petit peu, je dirais, avec des hésitations, sans trop savoir vers où aller. Et ça nous a permis de structurer véritablement nos démarches auprès des clients pour pouvoir avoir un résultat après donc l'utilisation de cette méthode. Donc en commençant évidemment par le canevas d'acquisition, dont on a déjà parlé lors de la présentation. Ce canevas d'acquisition, c'est quand même la base qui permet de voir vers où on va. Et si on va effectivement faire des investissements, et ces investissements sont quelquefois importants. Alors, donc, moi, je l'ai fait dans le cadre d'une PME, une PME qui est plutôt dans une agence de voyage, mais une agence de voyage de luxe, pourrait-on dire, puisqu'ils ne font pas des voyages tout à fait normaux. Il faut vraiment avoir les moyens pour utiliser cette agence de voyage. Et alors, voilà, bon, on s'est retrouvé devant un problème générationnel, je dirais, entre le fils et le père. Le fils voulant avancer, le père reculait, bien entendu, en se disant moi, j'ai pas trop envie de me lancer dans quelque chose de neuf. Donc voilà, le fils a fait pas mal de recherches et notamment a réussi à avoir des aides de l'État qui permet donc d'avoir des consultants, et ces consultants vont pouvoir lancer véritablement la machine. À partir de ce moment-là, ben, on a pris le relais et on a mis en place alors grâce à la méthodologie. Cette méthodologie, nous l'avons bien fait fonctionner. Je dirais que les problèmes étant plus des problèmes relationnels entre le fils et le père, vu qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. Mais sinon, ça s'est très bien passé en utilisant cette méthodologie. On l'a fait de manière relativement stricte et nous sommes arrivés à des résultats grâce à ça. Super. À quel niveau tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles où les clients n'arrivaient pas à répondre, où vous n'avez pas réussi à formaliser un certain nombre d'étapes? Disons que la période la plus difficile, ça a été, je reprends quelque peu mes notes, ça a été plutôt dans la définition des parcours d'achat et surtout les étapes de maturité. Donc ça, c'est toujours le problème de savoir à quel moment on va passer d'un niveau à l'autre dans les étapes de maturité suite aux différentes actions, que ce soit les actions des clients ou des actions de l'agence. Donc là, il fallait se mettre d'accord. Bon, c'est la partie certainement la plus complexe, mais à partir du moment où on s'est bien mis d'accord là-dessus, ben là, ça va nettement plus vite et là on peut arriver à des résultats dans des temps qui sont relativement courts,
bon, il faut quand même savoir que ça prend malgré tout des mois. Ça ne se fait pas toujours dans le parcours d'achat, surtout dans ce genre de décision, prend un certain temps. Et ça, on en était conscient dès le départ. Ouais, tu mets le doigt moi je trouve la partie la plus un peu complexe de la méthodo, c'est le passage du canevas d'acquisition où on se pose les bonnes questions, on essaye de disséquer comment fonctionne le parcours d'achat, à l'étape où on le formalise, et on formalise surtout ce qu'on a appelé les étapes de maturité. C'est les grands temps forts qui sont ceux qui doivent être mesurables, qui sont ceux qui doivent être franchis par le client et qui sont différents vraiment d'une entreprise à l'autre, même quand on est dans le même secteur d'activité, parce que ça dépend aussi de là où l'entreprise veut intervenir, de la manière dont elle a construit aussi son tunnel de vente, on va dire qu'ils sont tous spécifiques, ces grandes étapes de maturité, et qu'il ne faut pas se planter dessus, parce que c'est là-dessus qu'on va poser le suivi des indicateurs de performance, qu'on va avoir un vrai impact sur ce qu'on veut faire par le client. Dans le livre, on peut pas régler complètement la question de dire, et ça c'est très important, et c'est ce qui est une différence de cette méthodologie par rapport à d'autres, c'est que on n'a pas figé ces étapes de maturité. Dans plein de méthodos où le parcours d'achat est utilisé, il est figé sur des grandes étapes de type awareness, de type considération, de type validation. Selon les méthodes, il y en a 3, il y en a d'autres avec 6, etc. Là, on a souhaité pas figer ça parce que je crois que vraiment que c'est du spécifique à chaque entreprise et du spécifique à chaque secteur d'activité, à chaque offre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de travailler cette spécificité, de la comprendre. Le Canva sert à ça. Et le seul truc qu'on peut donner un peu comme outil, c'est dans le livre, on a donné des checklists pour vérifier que les étapes sont pertinentes et bien définies, savoir si elles correspondent à des moments précis bien identifiables, si elles sont bien distinctes des autres, si elles permettent de mieux identifier et communiquer avec les personas. Et puis on teste aussi l'opportunité d'aller sauter des étapes et de laisser le marché faire progresser le client tout seul jusqu'à certaines étapes. C'est intéressant pour les petites structures qui n'ont pas nécessairement les moyens marketing d'accompagner le client du début à la fin. Ben, ça vaut toujours le coup d'adresser des clients plus matures, qui ont plus progressé, et donc de fait d'être plus focus, d'être plus niche, et de mieux cibler ses clients. Et ça passe par des questions de type: est-ce que cette étape est vraiment spécifique à mon activité? Si elle est spécifique à d'autres activités, nous on a travaillé avec des gens qui avaient des solutions pour mieux dormir et des solutions technologiques. Le mieux dormir, c'est des questions que se posent qui peuvent être traitées par plein d'autres sujets, par de la méditation, par plein de choses, par des médicaments et tout. Et donc il faut arriver à des étapes plus loin, qui n'est pas d'adresser la problématique du sommeil, mais d'apporter des solutions à des gens qui cherchent des questions sur le sommeil. Donc on peut intervenir plus loin. Est-ce que j'ai les moyens d'agir sur les étapes? Sur certaines étapes, ça coûte beaucoup trop cher pour agir. Et sans action de ma part aussi, mon client franchira-t-il cette étape? Ça, c'est des choses aussi qu'il faut voir. Si on a des clients qui franchissent toujours les étapes par eux-mêmes et qu'il y en a suffisamment, on peut se concentrer sur les étapes qui sont plus en aval du parcours. Et ça, c'est vrai que c'est une des clés du succès dans l'application de la méthodologie, c'est de bien disséquer ces étapes et de bien, avant d'adresser la partie matrice d'acquisition, de se dire à partir de quand je commence à intervenir sur le parcours pour attirer les clients vers moi, selon mes moyens, bien sûr. Oui, effectivement. C'est clair qu'on ne peut pas utiliser la méthode exactement de la même manière, puisque nous travaillons sur tous les secteurs d'activité. J'ai parlé d'une agence de voyage, mais on travaille absolument avec tous les secteurs d'activité, mais de plus petites PME, voire des plus grandes, et évidemment, on va devoir adapter par rapport à la taille de la société et surtout aux moyens. Et c'est en cela que les modèles un peu génériques de parcours d'achat sont pas efficients, parce que moi, en faisant des modèles génériques, quand je faisais des ateliers d'inbound marketing, en appliquant la méthode de l'inbound marketing et dont le parcours d'achat se découpait en 3 étapes de sensibilisation, investigation, validation, il m'est arrivé de faire des contenus de sensibilisation pour des entreprises qui n'en avaient pas besoin.
Je donne un exemple. Quand on est une entreprise sur un marché mature, par exemple une entreprise de logiciels de CRM, c'est un marché qui est mature, que Salesforce a créé avec des logiques de SaaS. Maintenant, il y a une petite vingtaine d'années, enfin il y a un certain nombre de temps, que la plupart des entreprises sont équipées. Il n'y a plus besoin de faire un livre blanc sur pourquoi avoir un CRM. Tout le monde sait pourquoi il doit avoir un CRM. Et si on applique Leanbound, on fait ce livre blanc en se disant, il me faut un contenu de sensibilisation, donc je vais faire des articles sur à quoi sert un CRM et un livre blanc sur le CRM avant de faire un livre blanc sur pourquoi mon CRM est meilleur que les autres CRM. Le premier livre blanc ne sert à rien, on peut directement aller sur le deuxième. Mais pour ça, il faut bien disséquer les étapes de maturité, savoir où en est le marché, savoir si le CRM est devenu un outil générique, et pas juste se dire je fais de la sensibilisation, je fais de l'investigation et je fais de la validation. C'est pour ça, et je donne un exemple simple, mais il y en a 1000 autres, un autre exemple qui arrive souvent, c'est le temps d'attente sur des marchés de renouvellement, sur des marchés où il y a de la fin de contrat. Et que le client, même quand il a un besoin, il peut pas changer tout de suite de prestataire, et que ça peut prendre 6 mois, 1 an avant que le précédent contrat arrive à échéance pour traiter le nouveau. Cette période-là, elle est oubliée de tous les modèles. Parce que dans les modèles sensibilisation, investigation, validation, etc., cette période-là, qui a un temps hyper important j'ai eu un premier contact avec un fournisseur dont la solution m'a l'air pas mal, et je peux effectivement lancer un appel d'offres ou changer de produit. Ce temps-là, qui peut durer plusieurs mois, est toujours oublié. Et il est très souvent présent. Donc c'est tout l'intérêt d'aller analyser les parcours, d'aller analyser ces temps-là, permet de se dire tiens, ce temps-là de pause entre il a trouvé le besoin, comment je l'entretiens le besoin, comment je reste présent à l'esprit, comment je fais en sorte qu'il m'oublie pas et comment j'entretiens ce désir que j'ai créé à un moment donné et qu'il faut mener jusqu'au bout. Nicolas, à ton tour, sur la façon d'avoir utilisé la méthodo. J'ai vu d'ailleurs parmi les attendees que Sybille était dans la salle. Quels sont les retours que tu peux nous en faire? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été assez facile à appliquer à ton secteur? Tu peux dire en quelques mots aussi qu'est-ce que propose Ketum Plus. Allez, je te laisse. T'as pas remis ton micro. Oups, effectivement, sans le micro, c'est compliqué. Du coup, il faut savoir que moi, je suis arrivé dans la startup. Je suis premier salarié. On était niveau marketing, on était vraiment à peu près à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui avait été fait. Donc, il a fallu partir de zéro et puis lancer la machine, comme on dit. Et le problème souvent des stratégies qu'on peut voir dans de nombreuses stratégies, c'est qu'on se retrouve à avoir un PowerPoint, un G-slide de 52 slides, et au final, tout le monde s'y perd. Et c'est hyper compliqué à expliquer à ses équipes, et clairement tout le monde s'y perd. Ensuite, souvent, malheureusement, la plupart des stratégies, ce sont des copier-coller d'autres business. Donc c'est pas hyper personnalisé. Et c'est un peu ce que je trouvais dommage, surtout quand tu arrives, moi je suis arrivé dans une startup avec des produits que je ne connaissais pas spécialement. Donc, pour présenter un peu Ketum Plus, on propose des compléments alimentaires et des AGS, à des fins plutôt thérapeutiques. Donc, ce sont des personnes qui suivent des régimes cétogènes pour des besoins particuliers. Certains qui le suivent à cause de certaines maladies comme l'épilepsie, suivent ce genre de régime. Et nous, on propose un complément alimentaire pour faciliter le suivi du régime. Et du coup, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, où il y a, on va dire, peut-être peu de business dans ce milieu-là. Donc, trouver une stratégie facilement, c'était pas simple en fin de compte. Et la stratégie d'acquisition Canva, la stratégie d'acquisition design, est vraiment intéressante parce que ça permet en 4 slides d'avoir toute la stratégie, de pouvoir la présenter facilement, que ce soit à sa patronne, à ses équipes, à ses clients aussi, parce que après chacun a des avis là-dessus, mais pour moi, surtout dans le cadre où on est de start-up qui se lance, le présenter à ses clients, le présenter à ses partenaires, c'est super important pour avoir des retours concrets, pour savoir si on va dans le mur ou pas du tout. Et
Et c'est vrai que ce côté hyper simple à présenter, c'est très intéressant. Ce côté, comme tu disais, personnalisable, où on prend vraiment toutes les étapes et on choisit sur quelle étape et quelle étape de maturité on va plutôt mettre tel levier. Est-ce que cette étape, on va plutôt la mettre de côté parce qu'on n'a pas les moyens et parce que on n'a pas forcément l'envie de le faire pour l'instant? Est-ce que, voilà, chercher quelle étape de maturité est plus importante pour nous, lesquelles le sont plus, et lesquelles choisir et lesquels leviers mettre en place. Et le canevas d'acquisition aussi intéressant puisque voilà, tu pars du problème, tu vas vers la solution, mais tu as plusieurs étapes. Tu dis pas, bah voilà, le problème c'est par exemple la dénutrition et la solution c'est notre produit. Ouais, mais hein, qu'est-ce qui tourne autour de ça? Qui découle le problème? Qui s'implique? Comment il s'implique? Qui décide? Comment il décide? Et, c'est vraiment important de connaître. Enfin, on le répète souvent dans de nombreuses stratégies, mais c'est important de connaître son client pour savoir quoi lui vendre et comment lui vendre. Et c'est là où je trouve vraiment le canevas intéressant, de se poser les questions, de se dire ok, que veut le client à la fin, que veut le client final, et comment on peut l'aider par rapport à ça. Je vais juste faire un petit appel à la salle. Dans le dernier sondage fait par Jérémy, il y avait que sur les 14 répondants, il y en avait un qui a dit qu'il avait appliqué la méthode. Je serais ravi que cette personne se dénonce, se manifeste et demande la parole. Vous pouvez intervenir en vidéo et en audio, ou juste en audio si vous n'avez pas envie d'allumer la caméra. On sera ravi d'échanger avec vous pour avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à demander la parole pour en parler. N'hésitez pas les autres à poser vos questions à Thierry et Nicolas. Et moi, je vais rebondir sur deux aspects de ce que tu as dit. Il y a un premier aspect sur tu comparais au plan marketing tel qu'ils étaient faits avant la méthode. Et j'en ai vu beaucoup et j'en ai fait beaucoup. Je suis d'accord avec toi que c'est très vite des listes à la Prévert avec des gros déroulés de slides qui sont faits de façon. Enfin, moi, je trouve que ce qu'apporte la méthode, c'est vraiment une logique de structure, entre autres autour de cette compréhension du parcours d'achat et vraiment autour de cette compréhension du parcours d'achat. Et effectivement, les méthodes auparavant, le mieux qu'on pouvait faire, c'est auditer ce qu'on avait fait, voir ce qui avait marché, faire des benchmarks de ce que font les concurrents et voir ce qui marche pour les concurrents, rajouter du brainstorming pour avoir des idées complémentaires et derrière faire une priorisation. Et après, lister tout ça dans ce catalogue à la Prévert qu'on évoquait, plus ou moins long, avec tout ce qu'on pourrait faire, etc. Ce qu'apporte la méthodo, pour moi, un peu de nouveau, de structurant, c'est de se dire, on peut pas faire un plan marketing, on peut pas faire un plan d'acquisition sans avoir bien compris son client, tu l'as dit, et ça, c'est pas nouveau, mais sans l'avoir bien compris sous le prisme du parcours d'achat. Quelles sont toutes les étapes qu'il franchit pour avancer dans son parcours, et en cela, ça va beaucoup plus loin que tout le travail sur les personas, sur les empathie maps, etc., avec cette idée que j'ai déjà évoquée, que le parcours d'achat est une vidéo, donc c'est un cheminement, là où une empathie map ou une persona est une photo, et ce qui nous intéresse, c'est le cheminement, parce que l'achat est une dynamique, c'est pas quelqu'un de figé qui achète un produit, c'est quelqu'un qui progresse, qui évolue, et c'est cette évolution qu'il s'agit de bien comprendre pour dire, ok, moi, à telle étape, j'interviens comme ça, à telle autre, j'interviens comme ça, à telle autre, j'interviens pas parce que j'ai pas les moyens et c'est trop en amont et je me concentre sur la fin. Et vraiment, ce qu'apporte la méthode, c'est pas tant le Canva qui est un bon outil pour construire son parcours d'achat, mais c'est vraiment, pour moi, la grande petite révolution, c'est vraiment de se dire, ne faites pas de plan marketing, ne faites pas de plan d'acquisition sans avoir compris votre parcours d'achat, sans l'avoir disséqué, et de venir être en capacité de dire, telle action, je la fais pour faire franchir le client telle étape, et telle autre pour faire franchir le client telle étape, et ça me donne une vraie clé. Un, pour présenter aussi, parce que je suis d'accord avec toi, plutôt que d'être dans une liste à la Prévert, tu peux présenter ça sous une forme matricielle, parce que d'un côté, tu as les étapes, et en dessous, tu as les listes et les actions, et ça donne beaucoup plus de concision. Et moi, de ce côté, je déroule une liste, je sais pas ce qui est plus prioritaire que l'autre, et je l'ai pas structuré. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton retour. Et deux, c'est une vraie clé pour présenter. L'autre remarque que je voulais faire, et c'est intéressant dans ton cas de figure, tu l'as dit, tu connaissais pas tellement ton marché.
Et tous les marchés possibles pour vos compléments alimentaires cétogènes. Et à ce titre, l'outil n'est pas un outil qui peut remplacer des études ou qui peut remplacer des interviews quanti, etc. Donc le Canva, il est très facilement applicable pour des gens qui sont au contact déjà de leurs clients. Donc tu parlais de ton agence de voyage, ton agence de voyage Thierry, elle connaissait ses clients. Donc quand dans le cadre d'un atelier, et un atelier peut durer qu'une seule journée, on peut avoir un plan d'acquisition à la fin de la journée. Dans le cadre d'un atelier, quand on réunit des responsables commerciaux, des responsables communication, des responsables marketing d'une boîte qui est déjà un peu installée et qui connaît déjà ses clients et qu'on pose les questions du Canva, on est en capacité de faire une première formalisation du parcours d'achat qui est fidèle à la réalité. Donc, dans votre cas de figure, vous connaissez moins vos clients ou tous vos clients potentiels. On parlait des EHPAD hier, ce genre de choses. Le Canva ne remplace pas du terrain, du questionnement, d'aller au contact des clients, etc. Le Canva, c'est un super outil dans une démarche de design thinking pour se poser les bonnes questions collaborativement avec une équipe qui a déjà des contacts avec ses clients et d'être en capacité de faire remonter plein de choses qui étaient informelles, qui n'étaient pas nécessairement vues, qui n'étaient pas nécessairement perçues pour accoucher d'un parcours d'achat. Donc le Canva en lui-même, si vous ne connaissez pas vos clients, ne remplace pas le fait d'aller les voir, d'en discuter avec eux, au cas où de faire des ateliers où vous les invitez pour qu'ils viennent dire « Ah, mais moi, quand j'achète, je réfléchis comme ça, etc. » Où je dois faire passer ma direction, etc. Si vous avez parmi votre réseau des prospects potentiels amis ou proches que vous pouvez faire intervenir, mais il faut qu'autour de la table des équipes qui mènent ces ateliers, il y a des gens qui connaissent les clients ou qui sont eux-mêmes des clients pour que ce travail collaboratif de se poser les bonnes questions, d'échanger, de les challenger dans une démarche de design thinking porte ses fruits et permettre d'accoucher de la formalisation du parcours d'achat qui est le point de départ du travail sur la matrice d'acquisition, etc. Et puis si je peux en revenir par rapport à ça, tu le disais si bien, souvent on parle de buyer persona, tu te retrouves avec un buyer persona, on sait qu'il est brun, qu'il a 35 ans, qu'il aime telle chose ou telle chose, mais justement le Canva il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il va, ok mais c'est bien, il aime telle chose, mais comment il recherche, qu'est-ce qu'il veut vraiment, comment il fait l'effort de se renseigner sur tel produit, sur tel machin, sur tel problème, quel est son problème, ok, mais comment derrière il va schématiser ça, comment il va faire des recherches derrière. Et c'est bien plus profond qu'un buyer persona, et c'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui pour moi devrait être toujours le cas, quoi. Ben, ça fait écho à mes premières expériences personnelles autour des buyer persona. Je crois que j'ai commencé à faire des ateliers en utilisant les buyer persona il y a 4-5 ans. Et je le faisais de façon un peu, je découvrais le truc, donc je le faisais de façon un peu empirique, dans le sens où j'appliquais l'âge, la photo, le nom, le machin. Je l'ai fait pour la première fois pour le groupe Emovin. Et je sentais une énorme frustration chez mes clients qui n'en avaient rien à foutre de savoir comment la personne s'appelait, si elle était blonde ou brune, quel âge elle avait, et qui ne comprenaient pas pourquoi on passait autant de temps sur des détails aussi insignifiants. Et de fait, très vite, j'ai oublié ce détail des personas pour les identifier. C'est sympathique, cette dimension photo, quand la persona devient un outil de communication. Et au-delà d'en accoucher d'un plan d'action, on décide de figer ces personas pour que, au sein de l'entreprise, on dise Marie-Hélène ou Marie-Chantal ou n'importe qui est notre persona commune sur tel profil, et on parle de Marie-Chantal comme on parle de Félix et de machin. Et ça peut être utile. J'ai vu des boîtes bien utiliser les personas comme un outil de communication interne, en disant cette fonction elle est pour Marie-Chantal, cette fonction elle est pour Félix, ces personas sont partagés dans tout le département, et il y avait même des photos des affiches par persona qui étaient dans les couloirs, et pourquoi pas, ça c'est sympathique. Mais dans un atelier où l'objectif est d'accoucher d'un plan d'action, de définir une stratégie,
l'âge, la couleur des cheveux et le nom du mari sont d'une utilité très faible. Et on y passait beaucoup trop de temps et il y avait une vraie frustration là-dessus. Et puis il y avait une frustration, moi j'ai eu une autre frustration, c'est que quand on fait une photo d'un buyer persona, on va toujours avoir le patron de la boîte. Et en fait, sur la dimension photo de cette bannière persona patron, il y a plein de sujets dont il a rien à foutre. Mais il est hyper important dans le parcours d'achat parce qu'à un moment, c'est lui qui signe. Mais si on se base que sur la photo, je reprends l'exemple du logiciel de CRM, mais c'est pas nécessairement le meilleur, mais un patron d'une boîte un peu grosse, il en a rien à foutre du logiciel de CRM. C'est pas le sujet de savoir quel logiciel de CRM doit être utilisé ou pas, ou c'est pas son sujet de savoir où va en voyage ses collaborateurs. Donc il n'a pas un sujet CRM et il n'a pas un centre d'intérêt CRM. En revanche, on sait que c'est une personnalité, enfin c'est une personne clé dans le parcours d'achat. À un moment, c'est lui qui signe. Mais si on construit sa stratégie sur sa photo de est-ce qu'il est intéressé par le CRM et qu'est-ce qui l'intéresse sur le CRM, ben on n'y arrive pas. Parce qu'il s'y intéresse pas. Et qu'on peut interviewer des trucs, ils vont dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un CRM marche et que ce soit pas trop cher. Ok, super. Et quand, par contre, on découpe le truc, il y a un moment donné où le porteur du projet, le responsable informatique ou le directeur commercial ou le responsable marketing, je sais pas qui porte ce projet CRM dans la boîte, va aller toquer à la porte du patron, soit dans le cadre d'un comité de direction, soit dans la machine à café, soit n'importe où, et va lui dire, bon, moi j'ai trouvé un super CRM, c'est celui que je veux, il coûte tant, j'ai fait tel benchmark, est-ce que tu es d'accord? Et c'est ce moment-là où la persona patron est intéressante. C'est que pendant le quart d'heure ou la demi-heure ou les 2 heures du comité de direction, où le gars vient lui présenter son projet et vient lui montrer un benchmark et lui dire pourquoi il a choisi celui-là plutôt qu'un autre. Et donc, il ne s'agit pas de faire des contenus pour le patron, il s'agit de faire des contenus pour le porteur de projet à présenter au patron. Et donc, lui donner des résumés clés en 3-4 slides avec des benchmarks bien foutus, l'outiller pour faire ça. Et le travail sur les business persona et les empathy maps un peu photo tel qu'on en parle ne permet pas de faire ça. Parce que c'est pas une photo qui nous intéresse, c'est ce moment précis de le porteur de projet en parle à son patron. Et c'est ça qu'on dissèque quand on travaille sur le parcours d'achat, c'est cette dynamique-là, ce motion picture-là, qui permet de construire des stratégies plus efficaces et des contenus plus efficaces et de décomposer les choses de façon plus efficace. Et puis d'où l'importance des étapes de maturité pour le coup. Ouais. Parce que tu as vraiment une étape de maturité porteur de projet et une étape de maturité, il en parle à son patron et tu signes avec le patron. Alors, si là, tu ne l'as pas mis sur plat, c'est compliqué. Jérémy a posé une bonne question. Utilisez-vous les personas dans vos plans marketing? Et il y a 2 tiers de oui, 1 tiers de non. Moi, je ne dis pas de ne pas les utiliser, mais de les utiliser de façon beaucoup plus light et surtout dynamique. Et quand on fait le travail sur le parcours d'achat, on va retrouver en mouvement toutes les personas. Donc, si on a 4-5 personas, il y a une première qui commence le parcours. À un moment, elle implique d'autres personnes et on s'intéresse à la manière dont elle les implique. Elle décide de façon collaborative. C'est une autre personne qui reprend peut-être la fin du parcours. Et on va voir comment l'ensemble des personas discutent entre elles, orchestrent, pour arriver à la décision. Donc, je suis pas en train de dire que les personas, c'est pas bien. Mais c'est vraiment pas suffisant parce que ce qui nous intéresse, c'est non pas la persona photo, c'est la dynamique collective du groupe d'achat. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la persona et pas simplement la photographie figée telle qu'on l'a apprise un peu partout. C'est clair que c'est très stéréotypé et c'est vrai que c'est intéressant quelquefois de savoir quel magazine il lit, mais bon, pas toujours non plus, et de savoir si c'est un spécialiste de ski ou autre chose. Donc, c'est clair. Et il faut pas non plus hésiter à avoir plusieurs personas. Parce que un seul, c'est bien insuffisant. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Il y a des cas d'atelier. Je repense à un atelier pour des alarmes. C'était Verisure, je crois. Des cas d'atelier où le fait de savoir si la personne a un chien ou pas est important.
Parce que typiquement, quand on a une alarme, d'avoir le chien qui se balade dans la maison et qui déclenche les alarmes, c'est pas la même réalité que quand on n'a pas de chien, ou pas d'enfant, ou personne qui peut se lever la nuit pour déclencher des alarmes, etc. Donc, il s'agit bien d'étudier les différents cas de figure, et l'achat d'une alarme pour une famille avec un chien n'a pas le même parcours d'achat et n'a pas la même problématique que quand on n'a pas de chien. Donc, je suis pas en train de bannir le fait de décomposer aussi les personas, au sens que un client qui a une soixantaine d'années ou un peu plus n'a pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes usages, le même parcours d'achat qu'un client qui en a 20. Donc, je ne dis pas que, enfin, ce que nous ensemble on dit pas, c'est pas de ne pas faire de persona, mais c'est vraiment de prendre le temps d'étudier leur parcours d'achat, de décomposer ces étapes, de décomposer cette cinématique-là, plutôt que de se contenter de l'empathie map. Et de fait, pour moi, il est important, et c'est dans la méthode, on dit bien d'identifier les personas et pas trop passer de temps sur l'empathie map pour attaquer directement les parcours d'achat spécifiques à chacune des personas quand il y a des spécificités, et comprendre les questions qu'ils se posent et les magazines qu'ils lisent et les salons auxquels ils vont, si c'est pertinent dans leur parcours d'achat. Parce que qu'ils aillent sur des sites de loisirs, de cul, de je ne sais pas quoi, c'est pas nécessairement pertinent dans le parcours d'achat, et on sait bien que tout le problème des pubs personnalisées quand elles sont pas dans le bon contexte, ça marche pas non plus. Et donc, voilà, il ne s'agit pas que d'aller adresser les gens hors du contexte. Il faut être dans le contexte vraiment de la réflexion sur le parcours. 2 interventions. Philippe, si tu veux prendre la parole pour nous partager un peu ta problématique dans le social, pour en discuter ensemble, t'es le bienvenu. N'hésite pas à appuyer sur le bouton Speak et pour intervenir. Et tu as une question pour toi, Thierry, de Amine. Pour l'agence de voyage VSP, est-ce que la nouvelle méthode vous permet de vous différencier par rapport à vos concurrents directs? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il a fallu bien comprendre que cette agence de voyage n'était pas dirigée vers tout le monde. Et ça, c'était clair. Et à un certain moment, il a fallu séparer cette agence de voyage, donc avoir un aspect plus luxe qui était peu accessible à la majorité des gens, et une partie plus classique. Et c'est grâce à la méthodologie qu'on a pu faire cette différence également, et donc d'avoir cette scission de société qui, au départ, n'était pas du tout prévue. Donc, effectivement, c'est grâce à la méthode qu'on a pu avancer de ce côté-là. Moi, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de figure en atelier où, grâce à la méthodologie, on a changé l'offre produit. Ouais. Soit changer l'offre produit, soit complètement affiner la cible de marché. J'ai un exemple dans les montres où, sur de la montre mécanique de luxe mais accessible, où la cible initiale était l'idée de démocratiser la montre mécanique, on s'est concentré sur les collectionneurs en tout cas, et on s'est rendu compte que nos clients essentiellement étaient déjà collectionneurs, avaient déjà d'autres montres mécaniques, et donc pour des soucis d'économie, ça valait mieux s'adresser qu'à eux plutôt qu'à tous les hommes potentiels qui seraient susceptibles d'acheter une montre mécanique. Et dans un autre cas de figure, c'était dans la tech, on est parti d'une logique de faire une offre pour accélérer la transition vers un nouveau produit. Et on s'est retrouvé en écoutant justement les freins des clients à se dire, on va faire une offre pour freiner cette transition et en tout cas la temporiser en 2 temps. Et donc, on a, au-delà du fait de construire le plan d'acquisition, de mettre en place les bons moyens, les bons outils, on travaille bien sur la différenciation parce qu'on adresse des cibles parfois plus réduites et aussi parce qu'on fait évoluer le produit et l'offre pour mieux répondre à l'ensemble des problématiques du parcours. Je vais répondre. Tu avais d'autres choses à ajouter, Thierry, ou je réponds aux 2 autres questions? Non, vas-y.
petite question de Pascal. Doit-on réaliser un atelier par persona ou un atelier SD ou par persona? Je trouve que c'est pas la persona la bonne, le bon critère du nombre de démarches. C'est plus les variations de parcours. Je précise en B2B, dans un parcours d'achat, il y a 4-5 personas, et souvent ces 4-5 personas vont se retrouver dans un seul parcours. Il y a un porteur de projet qui vient, qui présente son projet au COMEX, le patron s'en en parle, le directeur financier s'en en parle, le directeur SI, enfin toutes les personnels impliqués s'en en parlent, et c'est le groupe d'achat qui devient non plus une persona, mais qui porte le même parcours, qui commence par un porteur et qui après s'amplifie. Et donc, on peut faire le même parcours pour 5 personas. En B2C, on va plus souvent avoir des parcours qui peuvent changer beaucoup. Je donnais un exemple entre des personnes plus jeunes et des personnes âgées, ou des personnes avec chien ou des personnes sans chien. Et dans ces cas-là, s'il y a du fait de la différence de persona, il y a une vraie différence de parcours, ça vaut le coup de faire 2 ateliers ou 2 réflexions, ou sinon, parce que le parcours est quand même un outil méthodo générique, d'avoir des étapes de maturité différentes dans le même parcours pour tel ou tel persona. Je reprends des exemples de parcours omnicanal. On peut avoir des clients qui achètent en magasin et on peut avoir des clients qui achètent sur Internet. Et on peut avoir une étape de maturité finale d'achat sur Internet et une deuxième étape finale d'achat en magasin. Vu que le parcours est un outil méthodologique pour construire sa démarche, pour mesurer, etc., ça ne pose pas de problème que dans le même parcours, il y ait générique de cette nature, il y ait l'étape de maturité jusqu'à l'achat en magasin et jusqu'à l'achat sur Internet qui s'enchaînent, en sachant bien qu'il ne peut pas faire les deux, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et on peut comme ça avoir un seul parcours. Donc c'est à vous de juger sur cette finesse de combien je construis de parcours, mais c'est pas la persona qui définit le nombre de parcours, c'est vraiment les différences de parcours. Le villageois qui nous demande quel budget faut-il prévoir pour intervenir dans une PME sur 1 ou 2 journées. Nous, on vend nos ateliers 5 000 € en format express pour une journée. Ça, c'est nos tarifs à nous avec les consultants, une firme et 1 minute 30, etc., etc. Après, si vous êtes, vous, freelance, agence, c'est à vous de définir quel est le tarif de votre journée et au prix auquel vous souhaitez vendre cet atelier. Là-dessus, je peux pas fixer des tarifs pour vous, si c'est vous qui les vendez directement. Mais je vous dis, voilà, notre point de repère, nous, de notre côté, on les vend 5 000 la journée en format express et on est à 10 000 avec le format complet qui comprend un audit préalable, la journée et une restitution complète. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Donc, il y a un feedback et une dynamique entre le parcours et l'offre. Ça, je pense que c'est pour toi, Amine, peut-être dans le prolongement, ou pour nous 2, ou pour nous 3 d'ailleurs. Sur la notion de, il y a une feedback et une dynamique entre le parcours et l'offre. Est-ce que, enfin, tu l'as évoqué toi, Thierry, sur ce fait de créer 2 offres, une offre. Oui, absolument. Voire remettre en cause le produit, donc et l'offre. Les offres, effectivement, bien souvent, on se rend compte, et à plusieurs moments, je me suis rendu compte, même dans d'autres cas, que tout ce qu'on avait lancé, pour finir, si ça ne fonctionnait pas, c'était pas un problème de méthode, c'était pas un problème de réalisation de pub ou quoi, c'était véritablement un problème de produit. Et là, à partir du moment où on s'en rend compte, c'est extrêmement complexe parce que la personne qui a créé le produit, il faut lui faire comprendre que c'est le produit qui cloche et que, bon, les résultats sont extraordinaires, il a 100 demandes, mais personne ne signe. Pourquoi? Parce que le produit ne correspond pas. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et il faut pouvoir le faire. Et c'est vrai que décomposer le parcours d'achat, la dynamique, de voir où ça coince,
est une bonne façon de le faire sans brusquer son client, sans le vexer, parce que ça apparaît comme une évidence. Ouais. Et quand je disais qu'on a inversé l'offre et d'une offre où on devait accélérer un changement de logiciel à une offre où on freine, ben quand on a demandé les questions sur comment les clients s'approprient le problème, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils interviennent, comment ils le traitent, ben tout le monde a exprimé des freins. Ils veulent pas y aller, ils sont frileux, machin, etc. On peut pas dire que quand ils veulent pas y aller, ils sont frileux. On persiste à vouloir dire qu'il faut accélérer. Et ça devient une évidence que de dire à son client attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de les accompagner et de les capter sans être sur le discours qui les braque. Et naturellement, dans ce cas de figure, c'était possible. Dans certains cas de figure, c'est pas possible. Et dans ce cas de figure, c'était possible en faisant pas grand-chose de créer une vente en 2 étapes, où la première étape était d'ailleurs la plus importante pour le client, et au final être en capacité de dire on va vous aider à freiner le truc, tout en étant prêt pour la suite. Et ça, c'est facile parce qu'on est dans cette dynamique de l'achat et qu'on décompose bien cette dynamique. On peut passer ça comme message à un client alors que on l'aurait fait dans un contexte de mais je comprends pas machin, ça aurait été hyper violent, quoi. Ouais. Nicolas, tu veux intervenir là-dessus ou ça n'a pas été votre cas de figure parce que pour le coup là vous êtes vraiment dans l'adaptation du c'est plus se rendre compte que certains marchés, dans ton cas de figure, je pense que c'est plus se rendre compte que certains marchés qui semblent accessibles ne le sont pas forcément. Après, pour rebondir un peu, ce que je trouve intéressant, c'est de parler d'offres, et c'est vrai que pour moi, une offre, un parcours d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu as des offres qui se ressemblent, mais tu les vends pas forcément de la même façon. Tu vois, par exemple, toi, tu sais que chez 1030, tu vends des livres, mais tu vends aussi des prestations. Aujourd'hui, tu vas pas vendre un livre comme tu vas prendre une prestation à 10, 15, 50 000 euros. Parce que c'est pas les mêmes clients déjà. Ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas les mêmes parcours d'achat aujourd'hui. Vendre un livre, tu fais une commande sur Amazon, alors que pour une prestation B2B, tu vas avoir plusieurs rendez-vous, etc. Et c'est vraiment important pour moi, je pense, de vraiment, dès qu'on a une offre, on fait un parcours d'achat. Et si après il y a une offre qui se ressemble à un autre parcours d'achat, on peut peut-être voir si on peut pas fusionner les deux, mais vraiment disséquer le tout. Et après vérifier s'il y a des, si ça va ensemble ou pas, quoi. Et enfin, je rebondis sur toi parce que ça me fait penser aussi à un concept que j'aime beaucoup, qui est celui de l'escalier de la valeur. C'est que dans ton parcours d'achat, tu peux enchaîner les offres. Ouais, tout à fait. Et typiquement, ça j'ai plus mes bouquins à côté de moi, faut que je reviens là-dessus. Mais dans notre parcours d'achat 1 minute 30, on va dire le premier produit qu'on vend le premier produit qu'on vend, il est gratuit, c'est un téléchargement de nos livres blancs qui nous permettent d'avoir une base de données mail et de pouvoir recontacter des prospects potentiels. Ou c'est un webinaire auquel vous participez, vous nous avez donné votre mail, vous allez recevoir des mails. J'espère intéressant pour vous, vous pourrez vous en désabonner, mais le premier produit qu'on vend, c'est des livres blancs, c'est des contenus gratuits qui nous permettent de capter une base de mail. Le deuxième produit qu'on vend dans notre escalier de la valeur, c'est des livres comme l'Acquisition Strategy Design qui vont au-delà des livres blancs, qui sont plus riches que les livres blancs, qui sont payants, qui sont pas très chers encore. On est à 39 € pour ce livre-là, qui fait 332 pages, qui est riche en couleurs, qui est illustré, qui est super. Et ça, c'est le deuxième produit qu'on vend. Et parmi les clients qui ont téléchargé les livres blancs, on espère qu'il y en aura une fraction importante, 10-20%, qui achèteront le livre. Et parmi les gens qui achèteront le livre, on espère qu'il y aura une fraction sûrement moins importante, qui viendront consulter les pages de fin de livre qui présentent un peu comment on accompagne nos clients pour nous acheter un atelier. Et parmi les gens qui nous achèteront un atelier, on espère que là, il y aura une fraction importante parce que on veut que derrière un atelier sur 2, typiquement, on soit en mesure de vendre un programme et donc un accompagnement durable sur l'année ou pour réaliser qui un site web, qui une stratégie de contenu, qui de la créa, etc., etc. Donc notre démarche de vente, elle s'inscrit sur un parcours d'achat sur lesquels on a plusieurs étapes de vente de produits. Avec le premier produit, c'est nos livres blancs, le deuxième, c'est nos livres, le troisième, c'est nos ateliers, et le quatrième, c'est nos programmes. Donc
Tu as à la fois l'idée que sur des offres différentes, il y a des parcours d'achat différents, et je suis d'accord avec toi que finalement, adresser un produit qui est complément alimentaire, ça peut être le même produit, mais c'est deux parcours différents. Si d'un côté tu t'adresses à des sportifs et de l'autre côté tu t'adresses à des personnes âgées, de fait c'est ton cas de figure, et de fait c'est deux offres, deux parcours d'achat. Et il faut presque créer des packaging différents, des PLV. C'est pas presque. Enfin, en tout cas, il y a tout, même si le contenant est le même, tu as toute la mécanique, marketing, les mots-clés, les contenus, les machins qui sont très différents. Et c'est vraiment deux offres différentes, deux parcours différents, de questionnements différents, etc. Mais dans certains cas de figure, ça peut être aussi un enchaînement de ventes. Comme cet escalier de la valeur dont je parlais, que je trouve hyper intéressant, et qui est hyper intéressant entre autres pour faire des ventes lourdes et des ventes complexes. Bien sûr. Quand tu as apporté de la valeur à quelqu'un pour 0 €, il est tout à fait enclin à se dire tiens, bah pour 39 € j'en aurai beaucoup plus. Et quand il en a trouvé vachement bien pour 39, il est capable de se dire que pour 5000, s'il en a vraiment besoin, là il y a un gros gap, hein, mais pour ça, déjà, non, j'ai oublié, on a une formation à 600 € ramenée à 300 €, que pour 300 €, il va pouvoir lui-même en apprendre plus en achetant les vidéos, et que après, s'il a vraiment besoin de mener un atelier pour 5000 €, pour sa boîte, ça vaudra le coup, et après, etc., pour réaliser les programmes. Donc ces mécaniques-là font aussi partie du découpage des étapes de maturité. On peut continuer la méthodo Acquisition Strategy Design au-delà de la première vente sur les ventes d'upsell, de la même façon. Je pense que chez toi, par exemple, tu le disais tout à l'heure, tu parlais des porteurs de projet, et par exemple, après du patron. Dans ton cas, c'est plus le porteur de projet qui va acheter le livre, et c'est plus le patron qui va signer l'atelier. Tout à fait. Tout à fait. Mais à un moment, le porteur de projet va peut-être donner le livre dans les mains du patron. C'est ça. Pour le convaincre que l'atelier vaut le coup. C'est ça. Et vu que le livre est bien fait, il est sympa, il est machin, il va le lire le soir avec sa femme dans son lit, ou son conjoint. Enfin, là-dessus, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Et ça va être un élément de conviction sur, tiens, très bien, lançons cet atelier. Yes. Alors, on a encore quelques retours dans la salle avant de clore cet atelier. Le temps est passé hyper vite. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Comprendre, progresser. Ça, c'est Jérémy qui partage des trucs. Pascal Ferrucci, il faut qu'on s'appelle, qu'on en discute. Amine, Gabriel en design, on parle d'ergonomie pour le client. Et comme on dit, less is more, est-ce que ce parcours d'acquisition pourrait être simplifié davantage pour devenir, par exemple, une sorte de matrice déclinable selon les différentes cibles? Non, malheureusement, c'est ce qu'on disait en intro. Pour moi, il n'y a pas d'étapes qui sont toujours les mêmes d'un client à l'autre. Donc, on ne peut pas partir de ces étapes prédéfinies pour construire la matrice. Il faut vraiment partir d'une analyse et d'une compréhension de son propre parcours d'achat dans sa boîte, pour derrière construire la matrice. Donc, on est obligé de passer par ces deux temps. C'est des temps classiques en design thinking qui sont ceux du double diamant, d'ailleurs, dont je parle dans le livre. Il est nécessaire d'avoir une première démarche de divergence pour bien analyser le problème et converger sur la compréhension du parcours d'achat. Et après, avoir une deuxième étape de divergence-convergence pour identifier les actions qu'on peut faire. Donc, on a essayé de le faire au début, hein, on voulait créer des parcours génériques, et on s'est vite rendu compte que nos parcours génériques n'étaient pas bons et qu'on tombait dans les mêmes travers que les autres méthodes. Donc, on a fait quelques articles qui présentent des exemples de parcours, mais c'est assez moyen, je trouve pas que ce soit ce qu'on ait fait de mieux. Et dans le livre, j'ai souhaité ne pas en mettre, sauf l'exemple de la vache pourpre qu'on décline de façon très spécifique, parce que je ne crois pas au parcours générique. Je crois qu'il faut que chacun prenne le temps de construire, de comprendre comment il vend à ses clients, quels sont le parcours franchi par ses clients, et même intervenir sur ces parcours pour dire, moi, je veux que mes clients ils fassent ça comme étape. Et ça, on le montre aussi sur la dimension plus B2C, comment on peut influer sur le parcours, créer le désir de la marque avant le désir du produit, ce genre de choses. Mais être propriétaire de son parcours, c'est hyper important. Et
D'abord, prenez le temps de définir le parcours, comment font vos clients et comment vous voulez qu'ils fassent. Et c'est à partir de là que vous pourrez faire votre matrice. Mais ne sautez pas l'étape. Il n'y a pas de Entièrement d'accord. Oui, oui. Entièrement d'accord. Je crois que tout à fait. Moi, j'ai pas deux clients qui ont le même parcours d'achat. C'est pas possible. Bon, quand on achète une maison, c'est pas comme quand on achète une voiture, c'est pas comme quand on achète un vélo ou un bouquin ou un Quick ou un Giant. Ouais, tout à fait. C'est très, très différent. Et même si on vend chez McDo et si on vend chez Burger King, ben, il faut faire le travail et on va peut-être pas vendre de la même façon. Et l'un va peut-être plus aller sur du delivery que d'autres, etc. Et dans ce cas-là, ben, on peut pas se permettre de sauter cette étape et de pas comprendre d'ailleurs où sont les freins du client, etc. Juste une petite question de lead villageois que j'ai raté. Ça marche pour tous les business models, y compris B2J. Il y a un parcours d'achat. À partir du moment où on vend quelque chose, il y a un parcours d'achat. Que ce soit un gouvernement, que ce soit du C2C, que ce soit du B2C, du B2B, du B2B2C, ça ne change rien. Ce qui est intéressant, c'est comprendre le parcours d'achat et voir comment on peut intervenir dessus. Donc là-dessus, la méthode est très générique. Les réponses, ce qu'il en sort, on n'a pas du tout parlé de la cartographie d'acquisition, elles sont pas du tout génériques et sont très spécifiques. Mais le fait de pouvoir dérouler la méthode qui consiste à comprendre les parcours d'achat, alors les questions du Canva vont peut-être être moins pertinentes dans certains cas que dans d'autres, et à vous d'adapter ce Canva pour être en mesure de formaliser le parcours d'achat. Une fois que vous avez le parcours, c'est pour tout le monde la même chose. Oui, Sandrine, il faut commencer par le positionnement. Et par l'offre, avant d'adresser la méthode, elle n'a du sens que quand on a bien défini qui on était, pourquoi on était différent et qu'est-ce qu'on vendait. Et après, ça permet de faire des bouts de feedback comme on l'évoquait, parce que parfois on va se rendre compte que l'offre n'est pas complètement adaptée, parfois on va se rendre compte qu'il faut ajuster le positionnement, mais le point de départ, c'est quand même de savoir où on veut aller en termes de positionnement, qu'est-ce qu'on veut vendre, quelle est la marque, et après de décliner la démarche Acquisition Strategy Design sur cette base-là, tout en sachant qu'il peut avoir un feedback comme on l'a évoqué et que de fait ça nous invite à remonter en arrière, retravailler le positionnement et l'offre si nécessaire pour redécliner et ajuster tout au mieux, mais la méthodo est compliquée à mettre en place avant d'avoir défini son positionnement et son offre en tout cas. Et puis, si je peux me permettre, en revenant par rapport à nous, par exemple, qui est plus une start-up, c'est vrai que impliquer le client final dans le parcours, je pense que c'est intéressant. C'est con, hein, mais demander au client, il n'y a pas de meilleure façon de savoir que de demander au client final qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il veut faire. Et ça, c'est assez facile parce que les gens sont souvent assez friands. On peut leur dire, bah voilà, si vous voulez, on vous donne un ou deux produits en échange. Enfin, il y a vraiment plein de façons de s'entretenir avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'acheteur, c'est l'acheteur qui décide, quoi. Si le produit ne l'aime pas, de toute façon, vous n'allez pas vendre. Et du coup, avoir des retours de l'acheteur final sur le parcours d'achat, je pense que c'est vraiment hyper important. Et que ce soit une petite boîte comme même une grosse boîte, bah, avoir des retours de clients, je pense qu'il y a rien de plus important. Et surtout, je dirais des retours négatifs. Parce qu'un retour positif, ouais, c'est génial, ok. Mais un retour négatif, ouais, mais ça va pas du tout. Et ben ça permet de creuser, de se dire, ah oui, en fait, là on a merdé, et comment on peut améliorer ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On arrive à la fin, je vais vous laisser un mot de conclusion. J'annonce juste, déjà, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissaient pas la méthode, qui n'ont pas acheté le livre, à l'acheter. 39 €, je vous le rappelle. Deuxième étape de notre parcours d'achat. Et puis, à part ça, la semaine prochaine, on va parler de création. Ce sera Julia Drup qui va animer ce webinaire avec Getty Images et on va parler de création. Donc ça va être hyper intéressant. Jérémy va vous envoyer un mail la semaine prochaine pour vous dire le sujet exact et l'étude Getty Images sur laquelle Getty Images et Julien interviendront. Et puis voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et je laisse les mots de la fin à Thierry et à Nicolas. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je crois que c'était intéressant, d'une part parce que ça permet de se remettre en question
lire ce livre m'a quand même permis de voir les choses quelquefois différemment que ce que je pouvais faire, même si je le faisais depuis très longtemps. Et c'est d'autant plus intéressant d'être remis en question. Donc moi, je crois que la première chose, c'est peut-être de faire l'achat de ce livre, effectivement, qui se lit très rapidement et très agréablement. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour cette promo. Oui, je vais mettre en profit pour faire la promo de WeWeb à Liège. Nicolas. Du coup, de mon côté, je tenais à remercier Gabriel pour m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir d'apparaître dans des webinaires, de discuter avec des personnes. Pour revenir, comme a dit Thierry, c'est vrai que ce livre est vraiment intéressant. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui savent pas trop dérouler, des petites startups, des petites TPE, qui des fois réfléchissent, vont prendre des coachs à 1000 balles ou des formations en ligne à 600 euros. Mais déjà commencer par lire un livre comme ça, 39 euros, c'est abordable pour quasiment tout le monde. Et ça permet déjà de se structurer, de se poser et de réfléchir vraiment, au lieu de chercher des copier-coller sur Internet. Et c'est vrai que ce livre, je le conseille vraiment pour tous ceux qui se lancent, ou même pour ceux qui sont déjà plus avancés dans le parcours d'achat et qui veulent optimiser leur parcours. C'est vrai que c'est vraiment intéressant et ça reste quand même relativement abordable. Donc faut pas hésiter. Non, mais merci à tous les deux pour. Et puis si certains ont des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi. Hein, je serais ravi de faire des retours d'expérience auprès de ces personnes. Et si tu as une landing page pour le lancement Ulule, pour que les gens qui sont intéressés par vos produits, n'hésite pas à la partager. Avec plaisir. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ketomplus.fr, le site de notre entreprise. Super. Je partage avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Très bonne reprise. À la semaine prochaine avec Julia pour parler de création. À très vite. Salut à tous. Merci à tous les deux. À très vite. Merci. Au revoir.